Bonjour. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et d'être aussi nombreux après la projection de ce film très émouvant, je trouve. Alors aujourd'hui, on va rester dans la même thématique, réenchanter l'avenir, garder espoir. Et je trouve que le film qu'on vient de voir donne beaucoup d'espoir. Cette thématique est particulièrement nécessaire dans un moment qui est difficile. Je trouve qu'il est difficile de garder espoir aujourd'hui, d'avoir foi en l'avenir. Je vais commencer par un petit état des lieux un peu déprimant, mais après, promis, on passe à quelque chose de positif. Un régime fasciste est en train de s'installer aux États-Unis. Le néolibéralisme et les inégalités qu'il produit semblent plus puissants que jamais partout à travers le monde. Les mesures écologiques instaurées dans de nombreux pays ces dernières années sont en train d'être défaites, d'être décousues. De manière générale, nous sommes dans un moment où les droits humains et la démocratie sont attaqués avec une véhémence inédite au XXIe siècle. Si vous allumez une télévision, un ordinateur, un smartphone, si vous vous rendez sur à peu près n'importe quel réseau social aujourd'hui, vous n'échapperez pas à cette réalité. Le monde semble aller de plus en plus mal. Et avant de parler d'espoir et de mobilisation, je pense qu'il est quand même indispensable de passer par un constat lucide de la situation pour être mieux capable de se mobiliser justement. 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Près de 70% des animaux vertébrés ont disparu depuis 1970. Les réseaux sociaux X, Facebook et Instagram, qui influencent et sont utilisés par plus de la moitié de l'humanité, sont possédés par des milliardaires décidés à collaborer avec le fascisme, voire à tout faire pour le faire triompher. Les 1% les plus riches possèdent désormais 48% des richesses mondiales. Nous possédons les armes les plus destructrices de toute l'histoire de l'humanité. Certaines des plus grandes puissances de ce monde sont désormais gouvernées par des hommes égotiques et insatiables, dont certains semblent animés par une folie meurtrière inarrêtable. Là, vous vous dites, on est venu voir une conférence sur l'espoir. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est quand même la réalité à laquelle on fait face. Chaque jour, son flot de mauvaises nouvelles, dont la violence nous décontenance. Nous sommes collectivement sidérés par l'ampleur des catastrophes à l'œuvre, par la puissance du rouleau compresseur qui massacre nos démocraties. Pourtant, c'est précisément maintenant qu'il ne faut pas se décourager, maintenant qu'il faut garder espoir, maintenant qu'il faut défendre un avenir désirable, et c'est possible. Alors j'ai envie d'ouvrir cette discussion avec une phrase de Victor Hugo dans Les Misérables que j'aime beaucoup. Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Dans ce marasme, ils sont nombreux et nombreuses, on l'a vu dans le documentaire précédent, à étonner la catastrophe, justement, à résister, à garder espoir et à donner espoir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés 4 personnes absolument exceptionnelles dont le parcours force l'admiration. 4 jeunes qui ont commencé alors qu'ils n'étaient qu'enfants à s'engager, à se battre pour un monde meilleur avec créativité, intelligence et joie. Alors sur ce plateau, je vous demande d'accueillir premièrement Maïmouna Ba, que je vais accueillir sur scène. On l'applaudit très fort. Hop. Maïmouna Ba, bonjour. Je vous laisse vous asseoir juste ici. Vous êtes militante pour la paix et les droits des femmes au Burkina Faso. Vous avez permis, par votre engagement exceptionnel, à plus de 400 femmes déplacées de force de devenir financièrement indépendantes et à plus de 100 enfants déplacés de force de retourner à l'école. Vous allez nous expliquer un peu plus tard en détail ce que vous faites. Avec vous, j'aimerais accueillir Marley Dias. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la prononciation, parce qu'on m'avait bien dit de faire attention. Bonjour. Alors vous avez 20 ans, vous êtes une militante féministe et antiraciste américaine. Vous avez fondé A Thousand Black Girl Books, une campagne de collecte et de dons de livres dont le personnage principal est une fille noire.
Avec vous, à votre droite, on va accueillir José Adolfo Quisocala. Désolée, j'avais tellement peur de faire l'erreur. S'il vous plaît, sur le plateau. Vous avez 20 ans. Merci. Vous avez 20 ans, vous venez du Pérou et vous avez fondé, alors que vous n'aviez que 7 ans, donc l'engagement commence vraiment très très tôt, une banque écologique pour les jeunes. Votre ambition, c'est de transformer les déchets, comme les bouteilles en plastique, en éco-monnaie. Et enfin, notre dernier intervenant, le plus jeune, César RLM, qu'on va accueillir sur la scène. César, je vous laisse debout, je vous laisse vous mettre ici, parce que vous avez 12 ans. Aujourd'hui, vous avez aussi commencé à 7 ans et vous êtes un rappeur. Et vous rappez pour le climat. Vous vous engagez pour le climat et contre les atteintes à l'environnement en France. Et votre premier morceau, GIEC Rap, vulgarise le rapport du GIEC. Et avant qu'on aille un peu plus loin dans cette discussion, on va commencer en musique, justement, avec un premier morceau. Est-ce que vous êtes chaud ? J'ai rien entendu, on la refait. Est-ce que vous êtes chaud, bande de déglingos ? Ah, ça fait plaisir. Donc là, ça va être mon premier morceau, GIEC Rap, et ça résume les rapports du GIEC. Tu veux une nouvelle définition de hardcore ? Regarde le site du GIEC et leurs nombreux rapports. Ils affirment que la planète se réchauffe plus de doute possible et que les océans sont devenus 30% plus acides, que la chaleur va dans les zones océaniques et se concentre en Arctique. Personne ne panique. La concentration de gaz à effet de serre est plus haute que les derniers millions d'années dans l'atmosphère. L'homme émet 40 gigatonnes de CO2. Faudra des siècles pour qu'il en disparaisse un peu. Je te livre de la science implacable, impartiale. Je ne te blâme pas si t'es dans le déni total. L'évolution a fait de nous des êtres court-termistes. Pas de sang, pas de couverture médiatique simple et triste. Laisse le rap des enfants te dépeindre le tableau. Grosse zone de turbulence, tu vas tomber de haut. Guerre, famine, maladie, inondation, ouragan, canicule, meurtre, migration, chaos, réfugiés, stress, sol sec, catastrophe, extinction, annonce le GIEC. Guerre, famine, maladie, inondation, ouragan, meurtre, migration, chaos, réfugiés, stress, sol sec, catastrophe, extinction, annonce le GIEC. Les films à gros budget peuvent pas rivaliser. Les rapports vont flipper quand ils sont publiés par le groupe d'experts sur l'évolution du climat. J'ai écrit pour évoluer scientifiquement, on va en 2022, 6e rapport publié. Laisse-moi te résumer, c'est le désordre assuré. Dérèglement total, formidable prédiction. Un film catastrophe en direct de ton salon. Copenhague dit de limiter à 2 degrés. Pour sauver les banquiers, c'est encore trop élevé. Pour les prochains siècles, même prochaine décennie, les détails restent à préciser. T'as compris, t'as le champ de désastre probable ou inéluctable. L'un est constant, rapide et incontrôlable. Consensus, on ne prend en compte que le minimum. Conclusion, on va vraiment atteindre les summums avec des guerres, famine, maladie, inondation, ouragan, canicule, meurtre, migration, chaos, réfugiés, stress, sol sec, catastrophe, extinction, annonce le GIEC. Guerre, famine, maladie, inondation, ouragan, canicule, meurtre, migration, chaos, réfugiés, stress, sol sec, catastrophe, extinction, annonce le GIEC. Alors oui, sois flippé, mais flippé méchamment. Mais aujourd'hui, personne ne laisse, c'est délirant. Repousse-toi, demain, on déconne sérieusement. Dans le déni, on change nos habitudes trop lentement. Ceux qui en ont conscience comprennent théoriquement. Pas viscéralement, on avance en tâtonnant. Un risque existentiel, pas qu'environnemental. Nos réponses individuelles, le début du bal. Seule une collaboration de toute l'humanité évitera à toutes les villes côtières de couler. Le monde a-t-il déjà parlé d'une voie unique? La géophysique à la merci des politiques. On communique comme si ça sentait encore bon. Le monde a besoin de croire qu'il lui reste des options. Mais nous n'avons pas d'options, faut se mettre à l'action. Ou un statu quo on admet pour de bons des guerre, famine, maladie, inondation, ouragan, canicule, meurtre, migration, chaos, réfugiés, stress, sol sec, catastrophe, extinction, annonce le GIEC. Guerre, famine, maladie, inondation, ouragan, canicule, meurtre, migration, chaos, réfugiés, stress, sol sec, catastrophe, extinction, annonce le GIEC.
Merci beaucoup pour cette énergie. C'est vraiment ce qu'on va essayer de garder aujourd'hui, garder de l'espoir, se demander comment on réenchante l'avenir. J'ai commencé avec un constat assez sombre parce que je crois qu'il faut le faire, mais il y a de très très bonnes raisons de garder espoir et surtout de se dire que vous aussi, vous pouvez passer à l'action. Et je pense que c'est aussi l'objet de toutes les interventions qu'on va avoir aujourd'hui. Vous avez toutes et tous commencé à vous engager enfant. Donc c'est assez impressionnant. On va commencer par vous, Maïmounaba. Vous avez commencé à vous engager à 12 ans, ce qui est très jeune. Et je vais vous faire la même question pour commencer. Qu'est-ce qui fait qu'à 12 ans, on se dit « j'ai envie de passer à l'action » au point de s'organiser, au point de s'impliquer et que ça dure pendant des années? Quel est l'élément déclencheur? Alors, c'est vrai que dans notre conversation tout à l'heure, j'ai dit que j'ai commencé à m'engager à 12 ans et pour moi, au départ, c'était d'abord la curiosité. Donc, il y a une bénévole qui était venue d'ailleurs, qui était de Peau-Blanche, qui venait à l'école pour réunir les filles et puis parler de la sexualité, de la gestion des menstrues, des violences faites aux femmes. Et on appelait ça Club des filles. Et c'est là que j'ai commencé le militantisme. Mais concrètement, c'est à 15 ans, après avoir vraiment pris pleinement conscience de mon pouvoir d'action en tant qu'être humain que j'ai commencé à prendre des initiatives par moi-même. Et qu'est-ce qui ensuite motive et maintient ce élan-là? D'abord, il y a le sentiment du Y'en a marre qu'on a très bien vu dans le film. On se pose vraiment des questions et on se dit, OK, vraiment le fait juste de rester assis et de ne rien faire, c'est horrible. C'est juste trop pesant pour la conscience d'un adolescent qui est conscient de lui-même. Ensuite, il y a la hauteur du mur des grosses institutions internationales. Honnêtement, quand moi j'ai commencé mon engagement, surtout pour les personnes qui étaient atteintes par les conflits et qui fuyaient les guerres et les massacres pour s'installer sur des camps de déplacés, il y avait en fait le sentiment que les grosses institutions internationales sont tellement loin et parfois on ne les voit pas quand on en a besoin. On voit bien sûr des bureaux, on voit bien sûr des gens costumés pour la plupart qui ne parlent même pas nos langues locales, mais elles sont vraiment loin. Et moi, je me suis dit, mais on n'a même pas besoin de les attendre. En fait, il faut faire quelque chose et c'est maintenant qu'il faut commencer. D'ailleurs, c'est vos problèmes. Les gens viennent pour vous aider, mais si vous-même, vous n'y êtes pas déjà, c'est que vous êtes loin du compte. Et enfin, vraiment la pleine conscience de soi. J'ai été une personne très chanceuse, donc j'ai eu des renforcements de capacité très jeunes qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur le fait que pour effectivement faire du changement, on n'a pas besoin, je sais pas moi, d'être la fille de Bill Gates ou bien d'avoir, ou bien d'être une célébrité. On peut vraiment commencer juste en tant qu'être humain et sans aucun moyen du tout. Donc voilà comment c'est parti pour moi. Merci beaucoup. Je vous applaudis. Je vais passer à vous, Marley Dias. Peut-être que vous voulez la traduction, je peux le faire en anglais, ou juste pour que vous entendiez bien ma question. Vous avez commencé à 10 ans, encore plus jeune, et donc même question, qu'est-ce qui vous a poussé, aussi jeune en tant qu'enfant, à vous déjà prendre conscience des injustices qu'il y avait autour de vous et à passer à l'action? Bonjour. I had to get that one before I can't speak anymore. Bonjour, j'avais besoin de vous dire ça en français, c'est mon seul mot. Alors, mon nom est Marley. Eh bien oui, quand on a parlé que j'ai commencé ma campagne à 10 ans, eh bien ça a commencé avec l'amour de ma culture. Eh bien, je crois que pour moi, entre jeune fille noire qui grandissait dans une communauté, dans une maison où j'avais accès à des maisons, à des livres dont des filles noires étaient les protagonistes, je n'avais pas le sens que nous étions inférieurs. Je ne me rendais pas compte que je marchais dans le monde de manière racialisée ou opprimée. Et quand je suis commencé à aller à l'école, eh bien, je ne voyais plus de livres dont des filles noires étaient les protagonistes. Et il n'y avait aucune fille qui me ressemblait sur la couverture des livres. Et donc, j'avais eu l'impression vraiment d'être marginalisée. Ce sens que votre identité, votre expérience vécue n'est pas valorisée et ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, j'ai grandi en tant qu'une jeune fille un petit peu timide, mais précoce et confiante en moi. J'ai grandi dans une famille capoverdienne et jamaïcaine. J'avais accès à mon histoire et je me suis rendu compte que dans ces institutions publiques, eh bien, nous ne voyons pas ces miroirs et ces fenêtres
qui nous permettait de voir qui nous étions dans le monde. Ceci m'a frustrée. Et donc, cette idée de l'activisme et du changement est quelque chose qui m'a permis de me réinsérer dans l'histoire, c'est-à-dire de m'assurer que l'expérience de me voir était quelque chose que les filles noires pouvaient faire et également que d'autres enfants qui ne me ressemblaient pas pouvaient reconnaître et aimer mon identité de jeune fille noire. On va passer à vous, José Adolfo. Alors vous avez commencé encore plus jeune, hein. À chaque fois on va plus jeune, 7 ans, comme César. Qu'est-ce qui vous a poussé, là encore, à passer à l'action et à avoir envie et à penser que vous pouviez aussi changer les choses? Okay, so hi. Alors bonjour à tous. Je suis un peu confuse avec les langues. Je ne sais pas si je dois parler en espagnol ou en anglais parce que je ne sais que pas tout le monde a un appareil, donc si je parle en espagnol, mais je ne sais pas, je vais choisir une langue. Alors, mon idée a commencé quand j'étais un enfant, quand j'avais 7 ans. Donc, une partie de mon projet a une décennie et ceci a commencé de vouloir faire quelque chose pour des enfants qui travaillaient dans la rue parce que mon enfant m'a toujours dit que j'avais de la chance d'être dans une école, mais moi, je ne me sentais pas chanceux parce que à cette époque-là, je n'aimais pas aller à l'école et je ne comprenais pas la réalité jusqu'à ce que j'ai parlé avec des enfants qui m'ont raconté leurs histoires et j'ai commencé à pleurer et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais de la chance. Et la première idée qui m'est venue en tête à ce moment-là était pourquoi est-ce que personne ne fait quelque chose pour aider ce garçon ou pour ses enfants? Eh bien, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et ma première idée n'était pas de créer une banque, mais était de leur donner de l'argent. Et mon père mettait de l'argent de côté, épargnait pour mon futur, pour que j'aille à l'université. Et on m'a toujours dit que si j'avais besoin de cet argent à un moment donné, eh bien, je pouvais l'utiliser. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais utiliser cet argent que mes parents épargnaient. Et donc, j'ai été voir des enfants dans la rue parce que à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que les enfants comprennent qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient pour moi visibles, qu'ils étaient importants à mes yeux. Et après cela, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'argent. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus et je me suis rendu compte que mon père est allé dans une banque et en est ressorti avec de l'argent. Et je me suis dit, mais les banques, c'est magique, on peut y aller y chercher de l'argent. Et donc, j'ai décidé de créer une banque pour les enfants. Mais l'idée fondamentale que j'avais besoin que vous compreniez est que j'étais un enfant. Mon esprit n'était pas de devenir Bill Gates ou quelque chose comme ça. J'avais envie d'être un vrai humain pour pouvoir agir. Et à ce moment-là, c'était comme un jeu pour moi. Eh bien, dans mon cœur, je ressentais que je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai commencé avec la première chose qui m'est venue en tête. Et je pense que ça, c'était l'étape la plus importante. Ce que je trouve vraiment éloquent quand on vous écoute, c'est que vos 3 engagements viennent d'une curiosité et d'une observation. Vous allez observer un problème et vous allez essayer d'en comprendre les ressorts pour y apporter une solution. César, vous luttez vraiment contre le réchauffement climatique dans le discours. Et le changement climatique, parfois, c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir parce que c'est quelque chose qui est long ou en tout cas dont on a du mal à percevoir les causes. Comment ça se fait qu'à 7 ans, là encore, c'est quand même très jeune, vous avez réussi à non seulement réaliser l'ampleur de la catastrophe en cours, mais aussi à se dire, bon, bah, je vais lutter contre ça avec de l'art. En fait, au début, on faisait des petites actions pour le climat. Avant, j'habitais à Paris, en France, mais je pensais que... Enfin, j'avais pas compris l'urgence climatique. On faisait juste des petites actions. Avec vos parents, donc? Oui, avec mes parents. Et après... c'est en 2020, pendant le Covid-19, et j'ai pris ma claque climatique. Et en fait, c'est quand on prend conscience de l'urgence climatique, moi j'appelle ça comme ça. Et en fait, mon papa était dans une association écolo et j'ai entendu le rap d'un rappeur canadien qui s'appelle Baba Brinkman. Son rap, c'est IPCC Rap.
Et c'est GIEC rap en anglais du coup. Et ça traduit les rapports du GIEC et c'est un rap, donc c'est sympa, c'est par l'art. Et les gens disaient dans les commentaires, c'est cool, mais il n'y a pas la version en français. Et du coup, avec mon père, on s'est dit, pour rigoler, on s'est dit qu'on pourrait la traduire en fait. Et les gens, de base, on devait la chanter tous les deux. Et je lui ai dit, bon, comme tu ne chantes pas toujours très juste, je préfère la chanter tout seul. Du coup, ça nous a on s'est posé des questions parce qu'un enfant de 7 ans, 8 ans, du coup, on allait la poster quand j'avais 8 ans, tout seul sur les réseaux, ça pose des questions. Du coup, on a contacté une association et en fait, on nous a dit de désactiver les commentaires et des petites choses comme ça. Ensuite, les gens ils disaient elle est cool, mais elle est triste cette chanson en fait. Et c'est vrai, ça parle de guerre, de famine, c'est la première. Et encore, l'instru était moins cool, l'instrumental. Et du coup, on a repris La Quête d'Orelsan, qui est un rappeur, parce qu'on aimait bien cette chanson. Et lui, il raconte sa vie. Bon, j'avais que 8 ans à cette époque. Du coup, on s'est dit que j'allais raconter ma journée. Et c'est comme ça que j'ai raconté ma journée, un peu écolo, voilà. Et ensuite, je l'ai chanté à la fin d'une manifestation sur le climat avec les Youth for Climate. Et je l'ai chanté, il y avait un rappeur français qui m'a dit, si tu veux, viens chanter avec moi demain dans un bar. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai fait des open mic. C'est des salles, on peut prendre le micro quand on veut. Il y a des personnes qui passent des instrumentales. Et du coup, comme ça, j'ai eu un article dans la presse. J'ai pu faire Incroyable Talent en France. Et j'ai pu faire plein d'émissions. Et c'est cool parce que des fois, je reçois des messages. Merci, j'ai pris conscience grâce à toi du changement climatique. Et j'aimerais que tout le monde sur cette terre qui dévie pas de la bonne façon prenne sa claque climatique. Merci. On peut l'applaudir. Hein. Je pense que là, on a une bonne idée de ce que vous faites et de l'impact aussi de cette action. On va revenir un peu sur aussi vos 3 parcours et sur les détails de ce que vous réalisez. On va commencer par vous, Maïmouna Ba. Vous êtes militante pour la paix et les droits des femmes au Burkina Faso, je l'ai dit. Et alors, pour recontextualiser un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, le Sahel central accueille aujourd'hui plus de 3,4 millions de personnes déplacées de force. Et votre travail consiste à répondre à leurs besoins essentiels en offrant des opportunités éducatives et une autonomisation économique à ceux qui sont le plus touchés par cette crise. Alors vous avez permis, je l'ai dit tout à l'heure, par votre engagement à plus de 400 femmes déplacées de devenir indépendantes financièrement et à plus de 100 enfants déplacés de retourner à l'école. Votre engagement vous a aussi amené à cofonder une organisation axée sur l'entrepreneuriat pour les femmes, la lutte contre les violences basée sur le genre et la promotion de la coexistence Mais Salomé pacifique. ne dit pas tout. Après, je dis pas tout. Dis quoi, moi C'était la fin de ma phrase. C'était la fin de ma phrase. Pardon. Mais alors aujourd'hui, tout à l'heure qu'on a discuté, vous m'aviez dit que vous vouliez donner de la visibilité à la société civile. Quelles sont les initiatives que vous défendez ? Alors, cette deuxième question, pour moi, elle est très difficile et c'est parce que, pour être honnête avec vous et avec le public, en tant que militante, je suis dans une phase de transition. Alors, actuellement, j'ai 29 ans. Et comment se manifeste cette transition dans ma vie? On a fondé l'association Femmes pour la dignité du Sahel quand j'avais 24 ans. On était passionnés, on était révoltés et on y a mis beaucoup de passion et d'énergie. Et ça a eu des conséquences superbes sur notre communauté. C'est un modèle actuellement, non seulement d'un point de vue structurel et aussi une organisation fonctionnelle régie par des femmes qui respectent les normes de la démocratie et les tests qu'ils se sont fixés. C'est vraiment une première chez nous.
Et ça, c'est vraiment remarquable. Ça a été très constaté au niveau international. J'ai été honorée lors du Young Activist Summit en 2023. J'ai reçu la distinction Nansen du HCR en 2024. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ma réalité en tant que Maïmouna Ba à l'instant T, c'est que de recevoir des distinctions pour une personne qui vient de mon contexte, ça a fait de l'individu une figure du domaine pour lequel il est reconnu et donc ça l'oblige à placer l'espoir beaucoup plus haut. Et je pèse le mot, c'est vraiment une obligation. Je me vois en fait dans l'obligation de placer l'espoir plus haut de 1. Et de 2, je n'ai plus 12 ans, je n'ai plus 24 ans, j'ai 29 ans et je suis pleinement consciente pour avoir milité, pour avoir mis beaucoup d'énergie et de passion des défis auxquels sont confrontées les organisations de jeunes de 20 ans de chez moi. Donc, ceci dit, ces défis sont d'abord de coordination. D'accord. Et les initiatives de jeunes ne sont pas suffisamment bien coordonnées. Chacun agit dans les mêmes domaines, avec les mêmes acteurs, sur les mêmes idées parfois, mais il n'y a pas forcément de point de ralliement. La Fondation Maman Sahélienne que j'ai mis en place en 2023, après le prix des jeunes activistes, se place comme d'abord un acteur qui relève ce défi de coordination-là. Ensuite, il y a le défi de la survie. Actuellement, les initiatives de la société civile de chez nous, elles sont proies au désespoir. Elles naissent certes comme des champignons, mais malheureusement fondent comme de la neige et sans réellement action impactante pour les aider à survivre au regard du contexte, elles risquent de s'effondrer sur elles-mêmes et de ne pas tenir. Et c'est les chiffres de OCHA que j'évoque. Au Burkina Faso, nous sommes à 6% de réponse pour les besoins humanitaires. Donc, il y a réellement une nécessité d'agir pour la survie. Et la Fondation se place également comme une organisation qui aide à la survie de ces institutions. Enfin, le troisième élément, c'est la mobilisation. Donc, comment on mobilise davantage de personnes? Aujourd'hui, j'aurais aimé que nous soyons plusieurs ici, mais malheureusement, mes camarades sont dans un contexte politique qui ne leur permet même pas d'avoir le visa pour venir en Suisse. Je suis suffisamment chanceuse pour être là parmi vous et j'ai envie de mobiliser chacun de vous, de mobiliser le FIFDH et aussi d'autres partenaires autour de la cause du Sahel. J'ai envie de mobiliser pas que des ressources, j'ai envie de mobiliser des êtres humains. Et la Fondation se place également comme un mobilisateur. La Fondation, c'est ces programmes particuliers aussi dans l'éducation, où nous avons un programme qui s'appelle Andaloun Laoul Jam, qui a permis en 2023 à une centaine d'enfants de retrouver les classes. Mais ce qui différencie les programmes de la Fondation, qui sont isolés du cadre général de mobilisation et d'organisation de nos OSC, c'est aussi que ces programmes s'inspirent et apprennent des erreurs que j'ai commises quand j'avais 24 ans. Je n'ai plus 24 ans, je suis dans la trentaine et mon militantisme et ma lutte pour mes 30 ans, c'est vraiment de créer un écosystème et un biotope plus solide et plus durable pour les organisations de chez nous, tout en continuant à travailler sur des programmes particuliers. Je n'ai pas évoqué notre programme Daniel for Peace, qui va lancer 3 entreprises dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de la mode et de la beauté, dans le domaine de l'agroalimentaire en même temps, au bénéfice des jeunes femmes qui sont au chômage, qui sont allées à l'école, qui sont outillées pour gérer des entreprises, mais aussi des femmes déplacées internes. Alors, c'est énorme tout ce qui est en cours. Et je ne sais pas si j'ai excédé mon temps de parole, mais en tout cas, je tenais de prime abord à exprimer en fait cette période de transition pour moi et cet élan vers un niveau d'engagement plus grand pour ma communauté et beaucoup plus coordonné et mieux réfléchi. Merci pour ce témoignage. J'aime bien le fait que vous ayez des âges différents et donc des parcours de militantisme différents, d'activisme, où on voit que ça se transforme avec les années, mais que ce qui reste, c'est quand même vraiment cette envie d'action et cette énergie. Alors, Marley Dias, est-ce que je prononce bien votre nom? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il fallait que je fasse attention à la prononciation. C'est Dias, hein? Dias, ok, c'est bon. C'est vraiment terrible. Alors vous avez fondé, je le disais,
hashtag 1000 Black Girl Books. L'idée, c'était vraiment de donner, vous avez commencé à l'expliquer tout à l'heure, des livres à des jeunes filles noires en vous concentrant sur cette représentation en fait qui n'est pas bonne souvent dans la littérature et dans l'éducation. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Ça fait plusieurs années que vous faites ça. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des personnes racisées? My apologies for the headphones, but Pardonnez-moi de devoir enlever et remettre mon casque. Bien, la représentation est une norme pour les personnes blanches partout dans le monde. Ceci doit être dit très clairement, c'est-à-dire le pouvoir, l'empouvoirment de reconnaître, d'utiliser la manière dont on regarde les publicités, par exemple pour les maquillages, les matériels didactiques, les publicités dans la rue. Très souvent, on voit Sarah et Michael et on ne voit pas Marley et Donovan. Et je crois que pour beaucoup de personnes, si ceci n'existait plus, si tout à coup vous vous réveillez et que vous voyez partout dans la rue des personnes qui ne vous ressemblent pas, dans votre matériel pédagogique, sur les affiches dans la rue, qui vous enseignent, les professeurs dans vos classes, eh bien vous vous senteriez différent, vous ne vous senteriez pas vu, particulièrement si ces personnes ne sont pas intéressées ou ne sont pas confortables à créer cet espace et le perçoivent comme une attaque. Eh bien vous aurez l'impression que votre identité est moins que humaine et vous aurez l'impression que les choses qui sont uniques de là où vous venez, qui pourraient être passées à d'autres, pourraient être contagieux négatifs. Eh bien, l'expérience que font les jeunes femmes, les filles et les femmes noires, eh bien, nous ne voyons pas dans les médias populaires, en dehors des narratives liées autour de l'esclavage. Harry Harrington, surtout aux États-Unis, donc Rosa Parks, autour des périodes spécifiques. Et il y a aujourd'hui vraiment une mercantilisation des images de noirs liées à la culture, liées à la musique. Et donc, nous savons que la représentation est quelque chose qui fonctionne dans un certain monde, des personnes qui se comprennent, qui comprennent nos histoires, qui nous permettent de comprendre également comment se représenter le monde autour de nous. Et bien, de nombreuses personnes ont décidé que ceci devait fonctionner de manière qui n'était pas automatique. Nous ne pouvons pas juste changer, nous ne pouvons pas mettre en lumière des nouvelles lumières, et particulièrement dans ce film, nous voyons la manière dont les bonnes intentions se focalisent sur des activistes qui ont une mission pour faire le mieux et qui sont neutres sur les questions de genre et de racisme, même quand les personnes opprimées parlent. Et donc, ces moments dans un groupe chat de groupe et que quelqu'un dit qu'il y a un génocide qui se passe et qu'un autre organisatrice dit que ce n'est pas un génocide, eh bien, c'est là que la représentation compte. Parce que même dans ces espaces politiques, dans ces espaces où nous avons des conversations, eh bien, il devient très difficile de garder la tête haute et de dire ma communauté est actuellement face à des défis. Il y a des voix comme cela. Il y a des personnes qui ne sont pas marginalisées et qui peuvent parler de ces histoires. Mais nous devons créer des interventions pour le changement. Le fait que nous sommes arrivés de nouveau à des États-Unis fascistes parce que nous n'avons pas créé des alliances nécessaires pour empêcher un gouvernement fasciste d'arriver. Nous n'avons pas changé l'orientation de notre Congrès et il n'y a que des personnes plus âgées qui nous représentent. Nous n'avons pas de femmes noires. Il n'y a que 2 femmes noires sénatrices cette année pour la première fois dans l'histoire de notre nation. Donc la représentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, a à voir avec créer ces fenêtres, ces miroirs, donner l'opportunité aux personnes de se voir elles-mêmes et donner des fenêtres pour donner l'opportunité de regarder le monde au-delà de notre communauté. Et je crois que pour un groupe qui existe dans la majorité globale, c'est-à-dire les personnes de couleur, eh bien, il est clair que le fait que nous ne nous voyons pas est un effort concret de nous rendre moins humains, moins humaines. Et j'affirme ceci. Mais ceci à voir avec des films comme celui-ci, même si Phyllis Soares est là, eh bien, nous voyons un mouvement étudiant complètement différent. Nous ne reconnaissons pas les dommages qui se passent au sein même des groupes pour la justice sociale. Eh bien, c'est ça qui me touche, d'humaniser les histoires de chacune d'entre nous et de reconnaître qu'il y a un espace pour chaque histoire. Merci pour cette éloquence. Alors, José Adolfo Quisocala, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne cette banque que vous avez créée? Sorry, I just listened to the question. Well, the banks work. Eh bien, It's not a typical bank because we work with solid waste. ce n'est pas une banque typique parce que nous travaillons avec des déchets solides comme monnaie, puisque ce sont des enfants. Les enfants ne devraient pas travailler. Et donc,
la manière dont ils ont accès à de l'argent et par le biais des matériels à recycler. with bottles. Et donc, ils amènent des papiers, des bouteilles. We pay them for it. Nous les payons pour... leur donnons de l'argent en échange de ces déchets. Target, like a Visa card, you know, like a debit card. Nous leur donnons une carte de crédit, une carte de débit, une carte Visa, avec lequel... Et nous leur fournissons également des informations sur l'environnement et une éducation également à la finance, des formations également pour devenir leader. To do more, Et just like recycle, you know. pour qu'ils fassent plus que juste recycler. People that we made now ATM. Et donc, nous avons également créé des ATM et des éco-ATM dans lesquels les personnes peuvent mettre des bouteilles I don't know how to explain in English, but we have a process and the money et que ces éco-ATM transforment les déchets en argent liquide à cet instant même. the bottles. So this project comes to another young people in the project. Et donc, cet argent revient vers les personnes dans les communautés. Et donc, nous essayons de développer des filaments, d'autres produits à partir de ces bouteilles en plastique For a new project that comes pour des projets to arms law, like for people that needs, you know. Et donc, nous essayons ainsi de fournir des biens à des personnes. Pardonnez-moi, je ne sais pas tellement comment dire les choses en anglais. Peut-être les interprètes suggèrent que la personne s'exprime en espagnol. So entonces cuando las personas necesiten Eh bien, les faits que quand les personnes ont besoin de prothèses, par exemple. exactly. Exactement. But made of 3D filaments, made of Des prothèses qui seront faites de plastique recyclé. comes to the project. Et ces idées peuvent arriver jusqu'au projet. Not just a bank. The idea is Donc, ce n'est pas juste d'être une banque. the idea is come a new type of bank, but more Et donc, ce sera une nouvelle banque, mais for help une banque qui a pour but d'aider les personnes, une banque solidaire. this project. Et nous avons ce projet. Nous travaillons avec 10 000 enfants et nous recyclons 100 tons for. plus de 800 tonnes par année. We work in one city, but Et nous travaillons dans une ville, this year mais cette année, nous allons également travailler dans d'autres villes du Pérou. Et donc, le projet se développe. principal thing is Et la chose principale est que nous voulons souvenir en aide aux jeunes et au monde de manière générale. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de l'anglais aussi, parce que tout le monde n'avait pas de casque dans la salle. J'aimerais, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et j'aimerais qu'on ait quelques questions aussi du public, peut-être que vous avez des interrogations des questions à poser aux personnes qui sont sur scène. Mais avant ça, j'aimerais que vous nous parliez de ce qui, justement, vous permet à tous de garder espoir, ce pourquoi vous vous battez, et comment garder cette énergie au quotidien. César, j'aimerais qu'on revienne à vous, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que pour vous, la joie, c'était important, et c'était aussi ça qui vous donnait de l'énergie. Et vous disiez que justement, chez les adultes, il faudrait peut-être réveiller un peu cette part d'enfants chez eux et on a beaucoup à apprendre des enfants finalement. Bah, certes, les enfants n'ont pas l'expérience des adultes, mais ils ont beaucoup plus d'empathie, ils sont beaucoup plus fascinés par la nature et ils ont énormément d'énergie. Donc je demande à tous les adultes de réveiller cet enfant en eux et de lutter ensemble et pas les uns contre les autres et de lutter en étant positif parce que c'est plus cool d'être positif et c'est le but dans la vie en fait. Le bonheur, c'est le but dans la vie. Et on peut quand même rappeler que passer à l'action de manière générale, ça fait du bien à la santé mentale aussi. Et c'est ça qui permet pour beaucoup de gens d'aller bien. Maïmouna Abba, vous l'avez dit, vous travaillez avec des personnes qui sont quand même dans des situations qui sont extrêmement difficile. Vous êtes confronté à une forme de violence qui est une violence extrême. Comment est-ce que vous gardez cette énergie-là, cette motivation, malgré, vous l'avez dit, parfois le sentiment d'être complètement abandonné par les institutions internationales, par ce sentiment d'échec qu'on peut avoir ou un peu de désespoir. Comment vous arrivez à garder espoir après des années et des années de militantisme?
Alors, je pense que dans mon cas précis, c'est d'abord le sentiment d'être fait pour ça. En fait, c'est vrai que je l'ai commencé impulsé par une certaine révolte, mais quand j'ai commencé avec l'association Femmes pour la dignité du Sahel, trop souvent j'ai senti que pour moi, hein, nos luttes étaient prioritaires même à ma personne. J'ai compris alors à quel point elles étaient importantes pour moi. Donc, pour moi, par exemple, lorsqu'il y a un enfant qui est dans le besoin, le fait de pouvoir être soi-même une personne qui coordonne, qui fait les choses, c'est quelque chose qui donne du sens à mon existence. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est vraiment le soutien et l'amour que je reçois. Dans le cadre de mon militantisme, j'ai vraiment été très soutenue. J'ai été soutenue par des individus, par des institutions. Ici, je ne vais pas nommer Marina, je ne vais pas nommer Daté, je ne vais pas nommer Chloé. Ils me comblent d'amour, de soutien, d'assistance et tout ça, ça me fait garder espoir aussi. Et ça me fait me dire, ben, ces gens, ils ne sont pas nés avec toi, mais ils t'apportent du soutien que peut-être tu ne recevras pas de personnes qui vivent au quotidien avec toi. Ça veut dire que quelque part, ta lutte, elle en vaut la peine et tu dois continuer à garder le flambeau, à garder espoir. Et aussi ces plateformes où je suis devenue une voix et auxquelles j'ai accès, auxquelles les jeunes femmes de chez moi n'ont pas accès, auxquelles les enfants de chez moi n'ont pas accès, et qui font que j'ai en fait la responsabilité de devoir dire. Et après, si je me dis, à un certain moment, j'ai envie d'abandonner, je me dis non, mais Maïmouna, tout le monde n'a pas le visa pour aller en Suisse. Donc, il faut aller et parler pour ces gens-là. Donc, il y a ça qui fait que l'espoir reste et le sentiment du devoir envers sa communauté, le sentiment que ce n'est jamais trop tard, ce n'est jamais quelque chose de perdu. C'est toujours possible de faire des choses qui font la différence. Merci pour ces paroles très, très inspirantes. On va passer à vous, Marley. Vous luttez contre le racisme, contre les discriminations. Aujourd'hui, vous vivez dans un pays qui est gouverné par Donald Trump, qui participe à l'explosion des discriminations, qui encourage ces discriminations-là. Comment est-ce que vous aussi, vous trouvez le moyen de garder espoir, trouver la force de lutter dans un tel moment de recul de ces libertés et de ces protections des minorités ? The first thing I say to myself is that I will logically La première chose que je me dis est que de toute évidence, je vais vivre plus longtemps que Elon Musk et Donald Trump. Ça, c'est la première chose que je me dis. Je me réveille et je célèbre cela. Mais de manière plus sérieuse, eh bien, quand je dis cela, j'ai commencé un nouveau blog qui s'appelle Third Space, Troisième Espace, où j'essaye de parler de mes perspectives politiques. Eh bien, j'ai souvent très peur et je vois les médias qui dénoncent ouvertement des personnages comme cela. Mais nous vivons dans un cycle et je vois des reliques de l'apartheid sud-africain ou du confédéralisme états-unien qui revient et qui suggère que moi, j'ai plus de privilèges ou que j'ai des avantages dans la société et que je suis favorisée, mais ce n'est absolument pas vrai. Je crois que la manière dont je peux maintenir l'espoir, c'est en cherchant toujours la vérité et en reconnaissant que tous les jours que je vis sur le dos ou grâce aux personnes qui ont fait un travail pertinent, qui sont restées en vie pour que moi je reste en vie, dans des conditions qui étaient bien plus terribles que celles d'aujourd'hui. Pendant des siècles, des personnes qui ont ma même couleur de peau ont été commercialisées, ont été échangées. Et je crois qu'on voit dans notre époque que l'esclavage pourrait recommencer, l'esclavisation pourrait recommencer. Et c'est moi, en tant qu'être humain, eh bien, j'ai la responsabilité d'avoir de l'espoir pour le futur. J'ai la chance de vivre dans une époque où je peux rester sur scène en Suisse et je peux parler de ceci. Eh bien, ça, c'est de l'espoir. C'est déjà toujours de soutenir ma communauté. Ceci veut dire énormément pour moi et également ce sentiment profond que moi, dans mon existence la plus profonde, eh bien, il y a un rêve devenu réalité de nombreuses personnes qui ne peuvent pas lire, écrire, qui ne peuvent pas voter, qui ne peuvent pas vivre et en raison de personnes dont ils étaient considérés être la propriété. Eh bien, j'ai la responsabilité à 100% de chercher toujours une nouvelle vérité dans laquelle nous pouvons être perçus comme humains, profondément créatifs, créatives, comme vivants, comme puissants. Eh bien, et de valoriser chacune de nos expériences uniques, profondes et magnifiques.
José Adolfo Quisocala, je termine avec José Adolfo Quisocala, je vais continuer. Pardon. aux jeunes. C'est vraiment les 7-18 ans qui sont concernés par votre banque et pourtant c'est cette génération, cette même génération que vous appelez à se mobiliser qui est sacrifiée d'une certaine manière ou en tout cas dont l'avenir est mis en péril. On peut encore une fois parler des politiques climatiques qui sont mises à l'œuvre, qui reculent dans énormément de pays. Comment vous aussi vous continuez à garder cet espoir-là, à garder ce peps que vous avez aujourd'hui quand vous nous parlez de votre travail? Yeah, I mean, in Latin America, it's very difficult to be inactive because En Amérique latine, il est très difficile d'être actif. one of the reasons that we have problems are Et parce qu'une des grandes raisons pour lesquelles nous avons des problèmes, c'est le changement climatique. Et more of nature. We have a lot of nous avons énormément de nature, de biodiversité dans nos pays, mais en même temps, nous avons également plus de problèmes qu'ailleurs. Et donc, d'un certain côté, pour les enfants, pour les jeunes, eh bien, il est important d'essayer de faire quelque chose, d'être un activiste. C'est d'aller à l'encontre des politiciens, des entrepreneurs, du gouvernement, des entreprises in Latin America and qui sont très puissantes en Amérique latine. Et pour cette raison, je crois qu'il soit très important de maintenir l'espoir et d'avoir l'idée que nous the opportunity to avons la nécessité d'avoir l'opportunité d'agir. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire. for the people, for kids. Pour les enfants, pour les jeunes, pour la jeunesse, eh bien, ce qui est le plus important est d'essayer de réfléchir Not just the future, what tout d'abord que nous ne sommes pas seulement le futur, nous sommes le présent et c'est maintenant que nous devons agir. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous mettons en place de nombreux projets avec les jeunes, avec des différents programmes éducationnels pour essayer d'aider au-delà de l'environnement. Et l'idée est que nous utilisons donc ces déchets solides comme une économie. C'est une économie circulaire que nous essayons de mettre en place, mais en même temps, l'idée est également de ne pas créer plus de déchets. Et pour cette raison, teach them and actually nous essayons de leur apprendre. Et bien, les enfants, ensuite, sont ceux qui vont apprendre à leurs amis, leurs familles, à créer du changement, qui vont former les personnes autour d'eux. exactly. So for that reason, Pour cette raison, for kids, je crois que it's difficult to pour les enfants, il soit difficile hope, de maintenir l'espoir, mais d'un autre côté, c'est une lutte but qui nous appartient we don't forget et nous n'oublions pas pourquoi nous faisons les choses que nous faisons et pourquoi il est important de faire ce travail, il est important de continuer d'agir. Et en Amérique latine, de nombreuses personnes, des personnes autochtones, meurent en défendant leur environnement, leur territoire. lands, you know. So Et donc, a real problem. ça, c'est un vrai problème. Something low. Et donc, si on dit quelque chose trop fort, eh bien, vous risquez d'être disparu. Et c'est quelque chose de vraiment difficile. Mais en même temps, nous comprenons que si nous ne faisons pas cela, The person that can do something. eh bien, si nous n'agissons pas, qui pourra agir? Moi, ce que je retiens quand même de vos discours, c'est évidemment cette nécessité vitale de survie, en fait, collectivement, que nous avons à agir, mais c'est qu'aussi, vous avez conscience d'une forme de privilège en ayant la possibilité d'agir. Vous parlez de visa, vous parlez de la responsabilité que vous pouvez ressentir par rapport à des personnes encore plus défavorisées. Là, on se trouve dans un pays européen où on est aussi très privilégié. Donc là, j'ai envie de vous passer la parole à vous, dans le public. Est-ce que vous auriez des questions à poser aux personnes qui sont sur scène? Et j'insiste, des questions, pas des remarques, des questions. Voilà, ne soyez pas timides. On a un peu bougé l'horloge que je suis censée regarder depuis tout à l'heure. D'un coup, il y a du temps qui s'est rajouté. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a encore vraiment du temps? Je ne sais pas si quelqu'un peut me faire signe. Oui, c'est tout bon, tout est normal, parfait. Alors ne soyez pas timides, posez vos questions. Ça peut être à propos de ce qu'ils réalisent ou sur justement c'est parfois cette difficulté à garder de l'espoir ou comment on réenchante l'avenir. Sinon moi j'ai encore plein de questions, hein, donc n'hésitez pas. Une petite main levée, c'est toujours les premiers pour qui c'est les plus difficiles.
peut-être une... Ouais, non, bah, je vais pas vous Alors, forcer. Hein. Une anecdote pour les Une encourager. anecdote. Vous savez, et lorsque l'opportunité du FIFDH s'est présentée, je me suis dit, mais il faut que vous soyez au moins une délégation de Sahéliennes à y aller. Et mes camarades ont été refusés le visa. C'est pourquoi, pour moi, j'ai parlé de ce visa. Donc, on est tous privilégiés d'être là. C'est vraiment des points de rencontre qui sont très rares et très difficiles. Et on est là pour vous répondre. Bah moi, puisqu'on parle d'espoir, j'aimerais quand même rajouter que ça me donne beaucoup d'espoir de voir des gens réunis dans une salle un samedi après-midi pour parler de mobilisation collective, pour essayer justement de se poser la question en fait de comment on arrive à faire changer les choses et pour dépasser ce sentiment d'impuissance. Il y a une question, merci monsieur, vous me sauvez ma conférence, merci beaucoup. Yeah, I have a question. Oui, tout à fait. J'ai une question. Je voulais savoir ce que vous en pensez de la question des réparations, car nous parlons de privilèges et nous savons très bien que le privilège est issu du colonialisme et de la dominance des personnes blanches. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur la question des réparations. Merci. Alors, pour moi, la réparation, si on va s'y lancer, ça va être tout un autre panel. Et c'est une question qui, pour moi, déchaîne beaucoup de passion en moi, en tant qu'humain. Parce qu'au cas où vous ne serez pas informé, actuellement, il y a un génocide de Peul, la communauté à laquelle j'appartiens, qui se passe au Burkina Faso. Et quand je dis génocide, je ne parle pas de génocide climatique où si la température monte d'1 degré, il y a des gens qui vont mourir et se noyer. C'est vraiment on tue des gens, on tue des femmes, on tue des enfants, on filme et on partage. Et c'est dirigé contre une communauté et ça se passe actuellement pendant que nous sommes là, dans cette salle, en train de parler. Alors, pourquoi je lie cela à la réparation et aux besoins de réparation? Je suis aussi une militante autochtone parce que la communauté Peul est une communauté autochtone d'Afrique de l'Ouest, non seulement de par son mode de vie pasteur-éleveur, mais aussi de par juste sa nature en fait. Le colon est venu et il a créé un désastre phénoménal en Afrique. Il a créé un ordre, des États, et on a dit à toutes les communautés, arrêtez d'exister. Donc moi, quand on tue des Peuls au Burkina Faso, je suis censée me taire, me la coudre, parce que je suis burkinabé et que c'est l'armée burkinabé qui a tué. Je dois être solidaire au bourreau, pas à qui je suis réellement. Qui est coupable de cette situation où je ne suis pas censée compatir à ma communauté? C'est l'ADN des Peuls qui coule dans mon sang. Je ne peux pas changer cela. C'est le sein d'une femme Peul qui m'a nourrie quand j'ai eu mon premier souffle de vie sur Terre. Alors, au nom de quelle constitution, au nom de quelle loi, au nom de quels règlements internationaux vous allez me nier le droit d'exister? Il faut des réparations pour les communautés. En Afrique, il y a un gros travail à faire parce que nous sommes non seulement sous-représentés au niveau des institutions internationales, mais maintenant avec les contextes politiques qui sont nés de vos mauvaises décisions et de vos mauvais choix. Après la colonisation, lors des indépendances, nous sommes tous dans un cycle de violence et on peine à voir le bout du tunnel. Donc ça, c'est vraiment une question qui me passionne très bien. C'est un débat auquel je suis ouvert à côté si vous voulez qu'on ait une conversation sur comment le passé impacte notre futur actuellement dans les pays colonisés d'Afrique et de quelle façon il faut envisager le futur. Parce que je parle de ma trentaine comme étant une responsabilité de coordonner notre société civile. Mais il y a cette responsabilité qui va se pointer et qui va être juste de coordonner nos existences en tant que peuple, en fait. Je n'en suis pas là, mais je n'en suis pas non plus très loin. Et ça, c'est des questions qui sont urgentes à mettre sur la table. Le colon a fait, excusez-moi le terme, mais une grosse merde en Afrique. Après la colonisation, il a encouragé ce qui s'y est passé, il a sémé les grains. Le néocolonialisme a favorisé tout ce qui se passe et il faut de la réparation. Il nous faut de la réparation et ça doit commencer maintenant. Marley, je vous voyais réagir. Yeah, I think I could speak to this a little bit just. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais bien en parler aussi du point de vue américain. Je crois que les réparations, lorsque on me pose la question, je dis très souvent, il y a d'abord l'esclavage et l'expérience des Afro-Américains, mais il y a également l'expérience des Indiens d'Amérique. Et il faut en parler également.
Comment arriver à cette discussion d'adopter des lois ou de parler de ce que nous devons aux autres communautés? Tout ça, c'est le manque d'éducation, le résultat d'un manque d'éducation aux États-Unis. Nous n'enseignons pas à nos jeunes que ces terres appartenaient aux Indiens d'Amérique. Nous ne leur expliquons pas l'histoire de notre pays. Donc, il faut d'abord apprendre aux jeunes les traditions des terres, les tribus qui existaient, comment est-ce que ces communautés étaient décimées, exterminées. Il faut d'abord en parler avant de parler des réparations. Il faut connaître l'histoire, puisque nous n'avons pas vraiment cette histoire du colonialisme qui est assez répandue. Donc, oui, nous proposons aux Blancs américains qu'il faut contribuer au mouvement de base, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'histoire et ils ne veulent pas être responsables pour les erreurs commises par leurs ancêtres. Je crois qu'il faut parler des réparations, non seulement du point de vue de retirer quelque chose d'une communauté et de donner à un autre, mais de réinvestir dans ces communautés pour qu'ils puissent stimuler l'économie, pour qu'ils puissent devenir plus éduqués, pour qu'il y ait moins de suicides, moins de violence. C'est une solution également. De leur donner de l'argent, c'est aussi de leur donner des opportunités. Donc, c'est gagnant-gagnant. Alors, on me pose souvent la question. Et à Harvard, nous avons également cette histoire d'esclavage. Nous sommes à moitié responsables. Des milliers de personnes ont été en esclavage dans cette université, mais ce sont des informations relativement privées. Nous n'en parlons pas assez. Il est difficile d'identifier les liens entre les collèges de Harvard et les milliards de dollars et l'histoire de l'esclavage. Nous avons profité de l'esclavage afin de construire l'université. Donc nous sommes en partie responsables. Alors, comment apprendre à nos sociétés de nouvelles formes de vivre? Et par cela, je veux dire changer la structure de nos sociétés. Et je crois que les conversations actuelles aux États-Unis touchent à un certain nombre de questions. Alors moi, je suis un militant qui travaille beaucoup avec des jeunes, et les jeunes ont beaucoup d'énergie, oui, mais ce n'est pas une question noir et blanc. Moi, j'aimerais bien que les jeunes commencent à ouvrir des portes pour les autres, à devenir plus curieux, afin de mieux comprendre ce qui s'est passé, d'apprendre de l'histoire, mais de manière joyeuse, avant de commencer à créer les solutions. Puisque beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire du colonialisme, du néocolonialisme également. Et moi, j'ai appris énormément de choses depuis les deux, 3 dernières années. Il est important d'avoir ces conversations avec les jeunes afin de créer de nouvelles réalités. Merci pour cette énergie, quelle incroyable énergie. Avant que vous partiez, on va vous laisser écouter 2 chansons de... Ah pardon, il y avait une autre question. Ah bah, tout à l'heure, il n'y avait pas de question. Bon, avec grand plaisir pour écouter une deuxième question. Si quelqu'un peut vous donner un micro. Du coup, maintenant, on va avoir un temps un peu limité. Restez, il y a des chansons derrière. Il y a ça 2 va être chansons de joyeux, hein. César. Restez pour l'écouter, s'il vous plaît, quand même. Oui, merci. Je vais essayer d'être rapide, du coup. Mais j'aimerais bien rebondir un peu sur ce qui a été dit. Quelle devrait être la posture de l'homme blanc, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais peut-être des Occidentaux? Quelle doit être la posture qu'on doit avoir ici, y compris ici en Suisse, parce qu'on sait qu'on a été au moins, au minimum, complice de toutes les atrocités qui ont pu être accomplies dans le monde. Et quelle doit être notre posture maintenant face à tous les activismes qui sont en train d'émerger aussi? Vous en êtes des très bons représentantes et représentants ici. Merci pour cette question. Je me permets de rappeler, si ça peut être un peu rapide comme réponse, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Mais merci beaucoup pour cette question. It's very simple to me. Economic empowerment. Alors, c'est très facile pour moi. L'empouvoirment économique, nous, en tant qu'activistes, nous ne sommes pas financés pour faire ces projets. Nous ne sommes pas payés pour la plupart de nos apparitions, prises de parole publiques. Nous ne sommes pas soutenus pour le travail que nous faisons sur le terrain. Moi, j'ai donné plus de 10 000 livres, dont les jeunes filles noires sont les personnages. Et je n'ai reçu que $20 sur 10 ans pour financer ce travail en dehors du sommet des activistes. Donc, la raison pour laquelle le sommet des activistes est si important, et parce qu'il fournit ce fonds, le sommet des jeunes activistes, parce qu'il fournit ce fonds
font. Et donc, que ce soit que des entreprises de propriété noire ou par d'autres groupes majorisés, eh bien, l'empouvoirment économique est une des clés à laquelle nous ne pensons pas toujours. Soutenez, donnez, utilisez votre temps et vos privilèges. Est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose en réponse à cette question sur la posture des Occidentaux dans un monde postcolonial? Alors, il faut refuser de faire une marche arrière. Je sais que vous êtes nés dans des pays où il y a un certain nombre de garanties de droits, de libertés, etc., etc. Mais soyez pleinement curieux et conscients qu'ailleurs dans le monde, il n'y a pas ça. Et soyez des voix pour ceux qui ne peuvent pas être là. Si demain, je ne sais pas moi, le Burkina Faso m'interdit de venir ici pour parler parce que j'ai même plus de nationalité ou de passeport, parce que je parle du génocide que l'armée burkinabé fait sur des pauvres civils, il faut que vous soyez une voix qui parle de ça. Il faut que vous vous instruisiez au-delà de vos cafés, de votre belle vie, de vos trams, de vos train-train. Sachez que chaque jour, il y a des enfants qui meurent. Ils ne meurent pas de quoi que ce soit, mais de faim. Parfois, ils meurent d'armes. Et vous pouvez voir les vidéos de ce qui s'est passé à Solenzo et au Burkina. Une femme tuée qui est soumise à un interrogatoire et son bébé là accroché à son pied. C'est horrible ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous devez être notre force dans le cas où demain nos vies sont menacées parce que nous sommes des activistes. Donc il ne faut pas vous reposer parce qu'un monde, on n'est pas dans un monde en repos, on est dans un monde où tout ne va pas bien, tout n'est pas rose, tout n'est pas calme. Soyez assez curieux, assez entrepreneurs et engagez-vous à nos côtés. Moi, c'est ce que je peux dire à la jeunesse suisse particulièrement. Eh bien, comme ça l'a dit, est-ce que si je vais parler espagnol? Eh bien, il est important de comprendre la réalité d'autres pays, de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et également de comprendre que très souvent, l'accès à l'information est une opportunité et très peu de personnes ont accès à l'information, telle que l'a dit Marlil. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à cette pédagogie, aux informations. Vous avez l'opportunité, le privilège d'avoir accès à d'autres informations, d'autres réalités, comme ça a été vu dans le film et dans d'autres endroits. Vous avez de connaître nos histoires et donc vous pouvez agir. Et donc pourquoi ne pas essayer? Si nous, en tant que jeunes, en tant qu'enfants, nous qui sommes bien plus jeunes que la plupart des personnes ici dans la salle, eh bien si nous sommes en train d'agir et nous avons commencé très tôt, eh bien pourquoi ne pourriez-vous pas le faire vous? Vous avez l'argent, vous avez les connaissances, vous avez les opportunités, vous avez Internet qui est un vrai allié pour réaliser de vrais changements. Pourquoi ne pas utiliser toutes ces ressources pour le faire? Pourquoi attendre que des jeunes comme nous soyons les acteurs du changement? Vous devriez, vous, faire partie du changement. C'est très chouette de nous écouter, de nous prendre en photo. Mais qu'est-ce qu'il se passe au-delà de cela? Qu'allez-vous faire ensuite? Qu'avez-vous tiré de cette discussion? Et qu'allez-vous créer? Peut-être allez-vous dire, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais bien, que pourrais-je faire? C'est ça la question que l'on s'oppose. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des actions qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas de manifester, il s'agit vraiment d'agir pour le changement. On va laisser la clôture à César qui va venir sur la scène et qui va nous chanter 2 chansons de son rap climatique. On l'applaudir, on lui donne de la force. La chanson que je vais chanter là, elle s'appelle Amère. Et en fait, je suis un peu une évolution. Au début, je dis que c'est le retour du gamin qui part de la planète. Ensuite, c'est le rappeur. Et ensuite, c'est le futur. Et je fais une transition vers l'écologie. Je sais pas où. C'est le retour du gamin qui te part de la planète. Détends-toi, un but, ça peut te prendre la tête. Si j'ai choisi le hip-hop comme art d'expression, s'il y a au contexte, la gravité de la situation, la biodiversité se meurt, le climat me fait peur. On ne sait pas où on va, le monde perd sa saveur. Écoute, prends pas mes sons pour des donneurs de leçons. J'ai beau creuser du sujet, j'ai pas d'autre solution. J'entends souvent, c'est pas à moi de faire des efforts. Peut-être
que t'as pas tort, mais avec toi je serai plus fort. On doit changer de modèle, aujourd'hui c'est marche, je crève. Changer les imaginaires, tout ce qu'alimente nos rêves. Creusature, jet privé, villa au bord de la mer. Des filles soi-disant parfaites, parfaitement mères. Pour être heureux, j'ai besoin de mes amis, ma famille. L'amitié ne s'achète pas, c'est leur talent d'Achille. Ami, chanteur, cinéaste, écrivain, roi de l'écriture. Je te le dis direct, on a besoin de la culture. Chante, je crie, écris, ton envie de changer nos vies. Chamboule, bouge pas en rouge, casse les codes à tout prix. Chante, je crie, écris, ton envie de changer nos vies. Oh oui, casse les codes à tout prix. Casse les codes à tout prix, ouais. Casse les codes à tout prix, ouais. C'est le retour du rappeur qui part de la planète. Détends-toi, mon but c'est pas de te prendre la tête. J'ai pas envie de répéter ce qu'on a toujours fait. Un modèle dont j'ai pas envie de faire les frais. Toujours aller de l'avant, mais en fait c'est une fuite. Le mythe d'un monde sans limite, une équation qui s'effrite. On exploite leurs sources jusqu'à les épuiser. Petit rappel les gars, on n'a pas de plan B. Ce monde n'est pas stable, la planète pète un câble. J'ai l'impression qu'on finit l'écriture d'une fable. Métro boulot dodo, l'enfant d'eau endormi dans le quotidien alors que ce monde est trop beau. Aspiré par nos écrans, on leur donne tout notre temps. Je plus d'accès à mon cerveau sans mon consentement. On ne se rend plus compte que le monde est violent. On va trop vite, j'ai envie d'aller lentement. Ami, chanteur, cinéaste, écrivain, roi de l'écriture. Je te le dis direct, on a besoin de ma culture. Chante, je crie, écris, t'en as envie de changer nos vies. Chamboule, bouge pas en rouge, casse les codes à tout prix. Chante, je crie, écris, t'en as envie de changer nos vies. Oh oui, casse les codes à tout prix. Casse les codes à tout prix, ouais. Casse les codes à tout prix, ouais. C'est le retour du futur qui part de la planète. Détends-toi, mon but, ça peut te prendre la tête. On a réussi à baisser nos émissions. On a divisé par 5 nos consommations. On a changé les imaginaires, l'art comme seule arme extraordinaire. On a déconstruit l'image de la réussite, effacé les clichés, remplacé les sous-titres, viré l'argent du centre du monde, remplacé par le bonheur et ses vertus profondes. On mange local, des légumes c'est trop bon. Pour les vacances, pas loin c'est moins long. Beaucoup de vélos se déplacent à coups de manivelle, les cheveux dans le vent et la vie est trop belle. On a réussi à préserver la face de la planète, les efforts ont payé, elle est restée chouette. Ami, chanteur, cinéaste, écrivain, roi de l'écriture. Je te le dis direct, on a besoin de la culture. Chante, je crie, écris, ton envie de changer nos vies. Chamboule, bouge pas en rouge, casse les codes à tout prix. Chante, je crie, écris, ton envie de changer nos vies. Oh oui, casse les codes à tout prix. Casse les codes à tout prix, ouais. Casse les codes à tout prix, ouais. Ami, chanteur, cinéaste, on a besoin de la culture. Chante, je crie, écris. Casse les codes à tout prix. Chante, je crie, écris. Casse les codes à tout prix. Casse les codes à tout prix, ouais. Casse les codes à tout prix, ouais. Du bruit! Vous en voulez une autre? La prochaine, c'est ma best. Elle s'appelle Slow Life. Je sais pas si vous connaissez Best Life de Naps. Ça parle, j'arrive en hélico, en Ferrari. Ouais, super les imaginaires. Et ben moi, je vais parler de climat et le refrain, ça va être Slow Life, Slow Life. À vélo, je veux vivre ma Slow Life, Slow Life, Slow Life. En métro, je veux vivre ma Slow Life. Je veux vous entendre chanter, hein. Slow Life, Slow Life. À vélo, je veux vivre ma Slow Life. Plus fort. Slow Life. En métro, je veux vivre ma Slow Life. Ok, nickel. Slow Life, Slow Life. À vélo, je veux vivre ma Slow Life. En métro, je veux vivre ma Slow Life. On arrive à vélo, j'avoue on est trop beau. Des fois je me mets derrière et je travaille mes flots. Toujours plus de héros, rien nous stoppe, on est mes zéros. Moi je pédale jusqu'à Saint-Malo. Des fois il fait beau, je me mets derrière et je lis. Des fois il pleut, mais je m'arrête pas pour la pluie. Me regarder dans la glace,
ça n'a pas de prix. Pédaler, ça fait les cuisses, c'est trop joli. Les solutions pour le climat, tu vois, c'est pas compliqué. Faut juste faire gaffe à ce qu'on fait pour pouvoir progresser. C'est que de 5% par an qu'il faut diminuer. On est tous ensemble, on est trop motivés. Laisse ma vie, ma... Slow life. En métro, je veux vivre ma slow life. Y'en a deux. Plus fort. Slow life. Slow life. En métro, je veux vivre ma slow life. Pour les vacances, je pars pas loin, pas de jet lag. Je prends le train, c'est plus confort, sans blague. Et quand j'arrive, pas besoin d'attendre mes bagages. Sans partir loin, on a trop beaux paysages. Tu t'as dit que j'étais végé, pas encore, mais c'est le projet. J'aime bien la viande, mais le bœuf fait que de ruminer. Pas trop de pression, c'est déjà bien diminué. Je mange des salades tout l'été, j'y à côté le maraîcher. Les solutions pour le climat, tu vois, c'est pas compliqué. Faut juste faire gaffe à ce qu'on fait pour pouvoir progresser. C'est que de 5% par an qu'il faut diminuer. On est tous ensemble, on est trop motivés. Laisse-moi vivre. Levez-vous à vélo, je veux vivre ma slow. En métro, je veux vivre ma slow life. Plus fort. Slow life, slow life. En métro, je veux vivre ma slow life. Je te connais par cœur, tu veux faire des efforts. Et comme t'es trop fort, tu le fais avec le cœur. Je te connais par cœur, tu veux faire des efforts. Et comme t'es trop fort, tu le fais avec le cœur. Slow life, slow life. À vélo, je vis ma quoi? Slow life. En métro, je veux vivre ma slow life. Bravo! Du bruit pour tous les participants! Bravo à eux! Du bruit pour vous! Ouais! Et du bruit pour le film TH! Ouais! Eh ben bravo, quelle énergie! Incroyable! Merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, nombreuses. Merci d'être restés. Nous, on va rester sur scène, on va faire une petite photo, mais vous pouvez déjà vous en aller et aller à la buvette ou je ne sais quel endroit où on peut discuter et parler et boire et manger. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée à vous.